Eh bien, bonjour à toutes et tous. Après la conférence de Christian, qui a eu lieu à midi, nous continuons notre deuxième journée d'exploration de ce corps, corps biologique, corps social, corps numérique, avec une table ronde qui va s'interroger sur les métavers et sur une nécessaire ou non nécessaire régulation, mode de régulation à appliquer dans ces espaces virtuels. Autour de moi, j'ai trois invités. Il nous manque une personne, Axel Lemaire, qui est malade et qui s'excuse. Donc, elle aurait apporté encore, je pense, un autre point de vue. Mais on va pallier à son absence par encore plus de discussions autour de cette thématique. Je vais demander à mes amis de se présenter de manière succincte pour qu'on comprenne chacun du point de vue duquel vous allez parler. Vincent ? Bonjour à tous. Je suis Vincent L'Orphelin. Je fais du conseil en stratégie et avec une orientation particulière vers la propriété intellectuelle, les brevets en particulier. J'accompagne les futures licornes du numérique vers leur stratégie et pour essayer de protéger leur savoir-faire pour faire face à la concurrence des big tech américaines et chinoises. Et puis par ailleurs, j'ai fondé un think tank qui s'appelle Controverse et qui rassemble les meilleurs spécialistes français et européens sur le métavers, et on essaie de discuter ensemble pour faire émerger une vision. Alors on balbutie tous, parce que tout ça est très nouveau, donc même rien que sur la définition du mot métavers, il y a autant de définitions qu'il y a d'experts. Donc vous voyez le type de discussion qu'on peut avoir ensemble. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'éclairer les décideurs publics à essayer d'y voir clair pour prendre des bonnes décisions et en particulier de réguler. Et on fait ça essentiellement au travers de publications dans la presse. Vous nous lirez dans les Échos ou dans Le Monde essentiellement. Merci, très bien. Michel. Bonjour, donc Michel Salofkost. Donc, mon métier depuis 30 ans, c'est le futur, c'est l'anticipation sur ce qui va se passer. Donc, je me suis intéressé très tôt à Internet, qui n'existait pas encore à l'époque. Ça s'appelait en France le Minitel, par exemple. Et en préparant cette présentation, je me disais, en fait, on retrouve la même problématique qu'au moment où est apparu le Minitel, de se dire mais à quoi va servir ce Minitel, etc. Et puis après, Internet est apparu, puis aujourd'hui le métavers. Et effectivement, mon travail consiste beaucoup à réfléchir, à analyser à ces transformations qui vont nous amener, et c'est la thèse que je développe dans une vingtaine de livres, nous amener à une nouvelle civilisation, à un monde en pleine transformation. Voilà. D'accord, merci. Et sinon, je dirige la prospective dans la plus grande université privée d'Europe, qui est l'Université catholique de Lille. Voilà. D'accord, très bien, merci. Ariel. Donc, moi, j'ai plusieurs activités. Pour résumer, j'en ai deux essentielles. J'en ai une qui est d'être le directeur éditorial de quelque chose qui s'appelle le Laboratoire des solidarités d'une fondation, qui s'appelle la Fondation Cognac-Jet, qui réfléchit sur les logiques de solidarité, notamment du futur. On a récemment sorti un livre qui s'appelle Nos futurs solidaires, avec 14 nouvelles de science-fiction sur ces questions-là. Et je mène tout un travail de recherche, à la fois avec la revue Multitude, et puis avec une série de livres, avec un axe très fort sur la question des imaginaires du futur, puisque j'ai sorti il y a 2 ans un bouquin qui s'appelle « Dans les imaginaires du futur », qui va être réédité en poche, parce qu'il a plutôt pas mal marché, donc en mars. Voilà. Et quand on me demande ce que je fais dans la vie, je change à chaque fois. Depuis quelques mois, je dis bizarrologue, en fait, parce que je pense que la vie est plus belle quand on est bizarre, de la même façon que les seules datas qui ont du sens sont celles qui sont dada, c'est-à-dire celles dans lesquelles on met le chaos. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis, après avoir, par exemple, découvert la réalité virtuelle, parce que le métavers n'existe pas, comme chacun sait, ça s'appelait la réalité virtuelle, avec Scott Fischer à Beaubourg, fin 89,
voilà. Donc après avoir été sans doute aussi créé mon premier site internet en 1995, par la force des choses dans le monde d'aujourd'hui, je suis assez férocement technocritique, mais en gardant le sourire, je vous rassure. Très bien, merci. Donc c'était Ariel Kirou. Est-ce que tu n'as pas donné ton... Oui, Ariel Kirou, voilà, avec K-Y-R-E-U, comme ça ne se prononce pas. Très bien, merci. Merci. Alors peut-être pour commencer, Vincent, vous avez posé une bonne problématique, c'est que, et chacun après pourra réagir, c'est qu'apparemment le métavers n'a pas une définition, il y a plusieurs définitions, plusieurs perceptions. Alors, quelles sont peut-être ces différentes facettes du métavers, et est-ce qu'on arrive quand même à s'entendre sur quelque chose avec effectivement la notion un peu marketing? Pour l'instant, ça n'existe pas, comme le rappelait Ariel, et d'ailleurs Zuckerberg, Facebook est en train peut-être d'essuyer quelques plâtres. Alors, est-ce qu'on peut préciser ce qu'est le métavers? Alors, je serais bien en peine de vous donner une définition, mais je vais vous proposer quand même une manière d'appréhender le sujet. Alors, première approche, vous avez vu tous la campagne publicitaire qui est faite par Facebook, maintenant Meta, sur le métavers, et qui présente ça comme un monde immersif, donc avec lequel on accède avec un casque de réalité virtuelle qu'on met sur les yeux et qui permet d'avoir un monde stéréoscopique en 3D, avec une composante évidemment de réseau social, hein, c'est quand même Facebook, Instagram, et puis une composante aussi de une forme de jeu virtuel massivement multijoueur. Donc voilà le métavers, la définition qui serait la plus visible, parce que tout simplement il y a une campagne publicitaire qui est faite par Facebook Meta. Maintenant, on va avoir d'autres. Il y a peut-être des jeunes personnes ici où vous avez des enfants qui jouent à des jeux vidéo. Fortnite, par exemple, se joue sur une Xbox, sur un écran de télévision ou sur un PC, et Fortnite se présente aussi comme un métavers. Donc on n'a pas besoin de casque pour pouvoir accéder au métavers selon Fortnite. Et puis on va avoir Apple qui est en train d'arriver lui-même avec des lunettes de réalité augmentée. Alors ça, c'est plus du tout un casque. On n'est pas en train de regarder dans un monde virtuel, mais on voit le monde autre nous, simplement, enfin, le monde qui nous entoure, le monde réel. Simplement, il est augmenté à l'intérieur des lunettes par des informations qui viennent en superposition et qui donnent des renseignements sur le monde réel. Donc vous voyez, il y a finalement tellement de définitions possibles en fonction des intérêts des grands acteurs qui vont intervenir et qui vont s'approprier le mot métavers. Maintenant, alors je finis là-dessus, pour essayer de rassembler quand même, essayer de donner une certaine consistance à ce mot métavers. Ce qui fait quand même consensus, c'est de dire c'est la nouvelle vague de la transition numérique. On a eu le web, on a eu l'ubérisation, on a eu le smartphone, on a eu le commerce électronique. Et cette vague qui arrive, finalement, il y a plein de composantes. Il va y avoir la réalité virtuelle, comme on vient de le dire, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, on va avoir la blockchain, on va avoir les cryptos, etc. Plein de choses qui vont former ensemble la nouvelle vague, mais on sait déjà, et là ici un consensus des analystes, que cette vague sera plus puissante que le web, le commerce électronique et l'ubérisation réunis. Il faut plutôt comparer ça et mettre ça au même niveau d'abstraction que le multimédia en 2000. Un mot qu'on aurait été bien incapable de définir, mais qui a été suffisamment évocateur pour pouvoir prendre des décisions, et puis qui s'est ringardisé en quelques années, parce que, à un moment donné, il devient évanescent, on n'arrive plus. Et je pense aussi que le mot métavers va finir par se ringardiser dans, allez, si j'avais un pari à faire, dans les 2 à 5 ans. D'accord, très bien, merci. Messieurs, une réaction par rapport à ce que vient de proposer Vincent ? Juste pour continuer un peu dans la définition, il y a aussi très clairement une grande utilisation du métavers dans l'éducation. D'accord. Parce que ça soit sous une forme ou sur une autre,
ça permet, par exemple, de circuler dans les galaxies plus vite que la vitesse de la lumière et d'aller visiter Mars, etc. Je trouve que dans l'exploration spatiale, c'est tout de même assez extraordinaire, le métavers. Il y a l'aspect augmentation qui va permettre, comme ce que propose Apple, qui va permettre au milieu d'un cours d'avoir les chiffres qui s'exposent. Enfin, ça va créer plein de choses. Donc nous, en tant qu'université, on est très intéressés par ça et on développe avec l'université de Valenciennes un métavers qu'on souhaite être un des premiers métavers dédiés à l'éducation, uniquement sur l'éducation, et qui est une tentative de l'Europe de ne pas perdre la main dans ce domaine. Voilà. D'accord, très bien. Alors, juste avant que, parce que je sais que tu vas réagir, moi, il y a quelque chose qui commence à émerger, c'est de parler peut-être plutôt des métavers plutôt que du métavers, parce qu'effectivement, il va y avoir, vous l'avez dit, différents acteurs, des acteurs qui sont privés, d'autres qui sont publics, et il va se poser un jour peut-être la question de l'interopérabilité entre ces métavers. Et effectivement, il y a toujours cette question de est-ce qu'il y a cette existence? Et personnellement, moi, j'aimais bien, pour essayer de comprendre ce qu'est le métavers, c'était la notion d'univers persistant. C'est-à-dire même quand on n'est pas là, la machine continue à tourner. Ariel, je vois que tu prends des notes. Oui. Alors, quelle réaction peux-tu déjà nous proposer par rapport à ta définition peut-être du métavers? Pour moi, le métavers, la première fois que j'en ai entendu... D'abord, la première fois que j'ai découvert le mot métavers, c'est dans un livre de science-fiction. C'est Snow Crash, le samouraï virtuel, de Neil Stephenson. Neil Stephenson, qui, comme par hasard, est le chef futuriste d'une boîte qui a réuni beaucoup d'argent pour ne rien faire, qui s'appelle Magic Leap, pour faire en gros ce qu'ils appelaient de la réalité mixte, c'est-à-dire mêlant la réalité augmentée avec la réalité virtuelle. Bon. Et donc Neil Stephenson a écrit ce livre en 1992, et dedans, le mot tel quel, métaverse, il vient de là. Voilà, il vient de là. Et Hiro Protagoniste, qui est un livreur de pizza à la seconde près, qui dépend de la mafia, eh bien, c'est l'un des âges du métaverse. Et évidemment, ça se passe mal. Il y a des drogues dans le métaverse. Il y a un bug. Le Snow Crash est une drogue. Il y a du sec, il y a tout. En fait. Donc, on est à l'antithèse de Facebook, dans lequel, dès qu'on a un petit bout de téton, on efface. Donc, on est à l'antithèse. C'est-à-dire que le métavers de Neil Stephenson, il y a de la vie. Alors qu'aujourd'hui, le métavers de Mark Zuckerberg, ce n'est rien. C'est du pur marketing. Donc, voilà, premier point, c'est important de bien se rendre compte que la clé, avant même de réguler, c'est est-ce que ça vit ou pas? Sachant que moi, je partais plutôt sur une définition du métaverse qui était celle donnée par l'inqualifiable Mark Zuckerberg, qui effectivement a l'air un peu crétin. Surtout d'ailleurs lorsqu'il est en avatar, mais bon. Peux-tu nous rappeler cette définition du métaverse? Le métaverse, c'est pour le coup, selon Mark Zuckerberg, il a racheté Oculus à un moment donné, Oculus Rift, et donc c'est cette logique d'univers virtuel, au fond, finalement, partagé. Voilà. Et persistant, potentiellement, en tout cas. Mais c'est l'univers virtuel qu'on partage à plusieurs pour faire des choses, pour agir, alors pour travailler potentiellement, pour vivre et autres, mais c'est un univers virtuel. Donc pour moi, le métaverse, c'est du pur marketing. Après, j'avoue ne pas être d'accord à l'air de dire, les analystes qui disent ça va être une vague encore plus importante, c'est le fameux Eldorado, forcément c'est toujours plus important, mais et la dépense énergétique? Ce que coûtent les NFT, ce que coûtent les IA en dépense énergétique, je veux dire, le lithium, je veux dire, c'est plus ou moins important que ce qu'on va dépenser en termes d'énergie pour le métaverse? Je veux dire, qu'est-ce qui nous fait dire que ça va être plus important que l'Internet, plus important que l'éclosion des réseaux sociaux? Personne ne sait. En revanche, le dire quand on est analyste, c'est pouvoir faire fructifier les actions. C'est pouvoir spéculer, ce qui n'est pas forcément mal. Mais on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas ce que va être ce truc. Et par ailleurs, effectivement, si on y rajoute la réalité augmentée, qui est une autre dimension, si on y rajoute d'autres types de technologies, le NFT, ça devient autre chose. C'est plus le métaverse de Facebook. C'est juste le monde numérique tel qu'il évolue et tel qu'on a envie d'en faire quelque chose de marketing pour raser gratis encore plus fortement demain. Donc voilà, le métaverse, c'est la nouvelle formule du « je rase gratis » des vendeurs de numérique. Alors, très bien. Là, tu t'es quand même tu t'es concentré sur la définition de Facebook. Mais on l'a vu, ne serait-ce qu'avec l'Université de Lille, et peut-être les initiatives européennes vont plutôt dans le
le sens des métavers et non pas que celui de Zuckerberg, qui apparemment quand même a quelques déboires, puisqu'on lui reproche une certaine archaïsme de l'interface ou des rendus. Et la question que je posais, est-ce que à terme, parce que à moins d'un refus catégorique des utilisateurs, on va aller vers peut-être cette mixité entre ces différents usages. Est-ce que si on a des métavers, est-ce qu'on pourra tendre vers une interopérabilité entre ces métavers, sachant que je sois Facebook, Apple, Google, je vais chercher à imposer mon standard. Comment ça va se passer? Quelles vont être les possibilités, par exemple, pour une université comme la Cato de Lille, de revendiquer son indépendance? Est-ce qu'elle va travailler sur une infrastructure achetée, entre guillemets, et puis elle va mettre sa couche, comme Android le fait? Ou est-ce qu'il peut y avoir vraiment des métavers originaux qui vont arriver à se parler? Michel? Alors, je pense que le côté interopérabilité et tentative de créer des mondes parallèles va opérer en même temps. C'est-à-dire qu'on le voit bien d'ailleurs sur les plateformes, comment il y a une plus ou moins grande intégration et comment il y a une bataille des standards et des formes. Donc on va continuer à avoir cette bataille des systèmes, etc. Pour ce qui est du débat qui est un peu lancé sur l'importance du métavers, ça c'est une autre question. Si vous voulez, il faut bien se rendre compte chaque fois qu'on lance quelque chose de ce type que, au début, c'est comme Internet, c'est des choses assez primitives, où c'était le Minitel, etc. Il ne faut pas voir le métavers comme ce qui est en train de se passer. Enfin, ce qui est en train de se passer, c'est le début du métavers. Mais si vous voulez, il faut se projeter peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, où là, on aura des ordinateurs sans doute quantiques, on aura une capacité de calcul gigantesque, etc. Et donc, on sera précipité dans un métavers beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, on est en train de faire les premiers pas dans un monde virtuel. Il y avait déjà Second Life qui avait été déjà dans cet esprit. Et l'ampleur l'ampleur et l'importance que peut prendre ce monde virtuel, il est considérable, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça ne va être que, enfin, d'une certaine manière, c'est le basculement d'Internet, de la manière que l'Internet, au niveau primitif, était un peu rebutant parce que bon, c'était juste des textes, etc. Là, après le nouvel Internet, l'Internet actuel, bon, bah, il faut tout de même, il faut savoir circuler dessus. C'est quelque chose qui est utilisé essentiellement par des gens qui ont une capacité de recherche, qui savent lire, évidemment, mais aussi qui sont dans la connaissance, qui sont dont le métier est de maîtriser la connaissance. Mais il y a plein de gens qui vont pas aller sur Internet parce que de toute façon, leur vie quotidienne, enfin, ils voient même pas l'intérêt d'Internet, etc. Alors que dans le métavers, on voit bien que ça peut intéresser un enfant de 5 ans. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Effectivement. Et ça peut intéresser tout le monde. Donc, ça peut intéresser tout le monde parce que c'est une sorte... Il n'y a plus la difficulté de l'interface écrite, en fait, ou même image. C'est-à-dire qu'on est soi-même engagé dans son corps. Et d'autre part, il y a une autre dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'autant Internet était une nouvelle utilisation de notre cerveau. Alors, il y avait eu les études sur les médias chauds, les médias froids. Enfin, c'était très intéressant. C'est-à-dire que Internet a créé une situation où, après la télévision, on revenait à une dimension de l'écrit, mais d'une nouvelle manière, telle qu'on ne l'avait jamais connue. Et là, le monde virtuel, et surtout dans son potentiel développement avec le fait qu'on sera peut-être 3 ou 4 milliards ou 8 milliards d'êtres humains dans le monde virtuel, en tout cas partiellement.
Enfin, ça va créer vraiment un nouveau contexte. Et surtout l'implication du corps. C'est ça aussi qui change tout. C'est-à-dire que c'est pas simplement les mains, c'est qu'on va s'impliquer avec tout son corps, d'autant plus qu'il y aura de plus en plus de capteurs, etc. Donc ça modifie notre relation au corps. D'accord, mais tout ça, c'est encore... en scène notre corps aussi. On l'a dit, tout ça est encore à construire. Oui, Est-ce que, alors, donc cette construction, elle va se faire dans différentes directions. On voit qu'il y a, ne serait-ce qu'entre vous trois, peut-être des positions qui sont un peu différentes. Vincent, est-ce que l'enjeu d'une souveraineté européenne est un réel enjeu dans les métavers? Ou est-ce que finalement ça se passe peut-être de manière un peu plus basse au niveau de l'informatique, est-ce que le métavers européen est une nécessité? Dire déjà, la notion de métavers européen, c'est effectivement le thème qui a été utilisé par le candidat président Emmanuel Macron au moment de la dernière campagne. Ça fait partie du programme présidentiel. Donc il a annoncé ça, de fabriquer un métavers européen. Donc l'expression de départ, c'est celle-là. Est-ce qu'elle a du sens? Pas sûr. Parce que dire métavers européen, c'est un peu comme dire Internet européen. Est-ce qu'on est très à l'aise avec cette notion-là? Donc, pas évident. Donc, on pourrait dire, c'est peut-être des métavers européens, c'est comme vous disiez à l'instant. Et effectivement, ça renvoie à la notion, est-ce qu'on dit le métavers, est-ce qu'on dit les métavers? Et en fait, là, c'est plutôt comme l'intelligence artificielle. Quand on dit l'intelligence artificielle, ça représente, je dirais, le savoir-faire, la pratique de l'intelligence artificielle. Mais les intelligences artificielles, ce sont des instanciations, des cas particuliers d'utilisation de l'intelligence artificielle. Par exemple, quand vous utilisez Google, vous commencez à taper votre requête sur Google Search, et puis en gris, il termine votre phrase. C'est de l'intelligence artificielle, c'est une intelligence artificielle. Quand vous utilisez sur votre smartphone et vous lui parlez en disant qui était Robespierre, à ce moment-là, c'est l'intelligence artificielle. Donc c'est une autre intelligence artificielle. Bon, de la même manière, on va avoir des métavers. Alors là, au niveau des métavers européens, là encore, ça va être compliqué parce que à partir du moment où une utilisation existe, une grande utilisation, elle est mondiale. Donc il faudrait plutôt parler, et là on revient sur la notion de souveraineté, des métavers à l'européenne. C'est-à-dire comment l'Europe s'approprie ce nouveau média, cette nouvelle vague technologique pour assumer, affirmer sa souveraineté. Je peux continuer, mais bon. Alors, après la question, c'est comment on fait. On a vu pendant les 10 dernières années, on s'est fait envahir par les GAFA et leurs équivalents chinois, BATX, et la deuxième génération, Natu, enfin, on va dire les big tech dans leur ensemble. Et il n'y a pas de big tech européenne, donc ce qui pose évidemment un problème de souveraineté. Les big tech, aujourd'hui, sont les sociétés les plus puissantes du monde. Dans la bourse, c'est la capitalisation boursière mondiale supérieure, pour vous donner un ordre de grandeur. Aujourd'hui, en cash, Apple a 200 milliards de dollars. Donc, ils rachètent 10 fois la Société Générale, comme ça, demain matin, en cash. Leur puissance, c'est une puissance dans le domaine de la capacité de maîtriser toute l'information et nos datas. On a vu cette puissance s'exprimer au travers de l'affaire Cambridge Analytica, si vous vous en souvenez. C'est un triple scandale, puisque finalement, les datas qui avaient été captées par Facebook ont été vendues à une société privée, donc déjà sans contrepartie et à l'insu des dizaines de millions de personnes qui se sont fait déposséder de leurs datas. Donc c'est déjà un pillage. Ensuite, c'est une violation de leur vie privée. Et troisièmement, ces informations ont été utilisées pour les manipuler dans le cadre d'une élection, en l'occurrence celle de Donald Trump. Et donc, c'est aussi une menace sur la démocratie. Donc, on voit un peu le niveau de puissance au niveau de l'information qu'ont déjà eu les GAFA, qu'ils ont acquise dans les dernières années. Et ça va s'accroître avec le métavers. Je vous donne juste un exemple.
Michel Salofkos disait à l'instant, il y a une dimension du comportement de l'individu. Donc c'est des datas en plus et qui sont d'autant plus intimes. Mais l'intimité va même au-delà. Puisque dans les casques, typiquement de réalité virtuelle, il y a des caméras qui détectent la dilatation de l'iris, qui détectent les mouvements involontaires des yeux. Et ça, c'est l'expression de notre inconscient. Donc on va une dimension encore supplémentaire et qui va donc accroître cette puissance de l'information des GAFA. Donc évidemment, en termes de souveraineté, c'est énorme. Très bien. Alors juste peut-être, Ariel, je crois que la question pour toi des GAFA ou des Big Tech, elle prend une couleur particulière. Est-ce que parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, par rapport à la souveraineté européenne, c'est pas tant les métavers que les moyens de ces métavers, c'est-à-dire les moyens que l'on met en œuvre, que ce soit en termes de logiciels, donc de technologie et de moyens industriels, de réglementation aussi. L'Europe vient de mettre en place le DMA, donc la Digital Market Act et le Digital Service Act, qui, à mon premier étonnement, sont des réglementations qui sont contraignantes pour les big tech. Ariel, toi, dans quel est le... J'aimerais avoir du mal à me positionner par rapport à ce qui vient d'être dit. En fait, pour moi, il n'y a pas de rupture, il y a une continuité. En fait, hein, et voilà. Donc, je ne vois pas d'immenses vagues nouvelles. Je pense qu'on est dans la suite logique d'un chemin de technologie et effectivement avec des potentiels nouveaux, avec un peu plus de débit, la course à l'échalote du débit, effectivement, en permanence, avec la création de besoins plus ou moins utiles et nécessaires. Bon. Donc, pour moi, je ne vois pas de rupture fondamentale. Je veux dire. En revanche, ce que je vois de manière très claire, c'est que en arrivant ici, je suis passé dans un marché, j'avais des odeurs d'ail, j'avais des odeurs de paella, j'avais des odeurs de poisson, j'avais des odeurs de café. C'est pas de sitôt que je les aurais, avec en plus le côté matériel, de voir les gens parler, etc., toucher les choses, que je l'aurais avec le métavers. La question est celle donc du rapport au réel qu'on a envie de tisser, du rapport à ce qu'on appelle encore la nature parfois, et des choix qu'on va faire par rapport à l'ensemble de ces équilibres-là, qui sont des équilibres de vie, quelque part. Bon, il me semble que même si on part de ce principe que les dits métavers, parce que j'ai beaucoup de mal avec cette expression, pour moi ça n'existe pas, avec les univers virtuels partagés qui vont se développer de multiples façons, est-ce qu'ils iront jusque-là? Est-ce que je vais pouvoir passer par la machine, mon canard à l'orange, et le manger grâce à la machine? Un canard de 0 et de 1. Donc, ok, on peut dire qu'on est dans le monde de l'information, qu'on est dans le monde voire de la connaissance, qui est plus intéressant. Mais, je veux dire, pour moi, la problématique, elle est en amont de tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que à un moment donné, parce que, y compris le corps Nintendo avec sa console, à un moment donné, il y avait une action corporelle de l'une des fameuses consoles Nintendo. Est-ce que les gens vont avoir envie de faire ça? Est-ce que les casques de réalité virtuelle fonctionnent ou pas? Ça existe depuis très longtemps, la réalité virtuelle. Ça a fonctionné dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la simulation, l'armée, etc. Ça n'a jamais fonctionné dans le grand public. Est-ce que les gens vont avoir envie de mettre un casque avec en plus un gant, etc. Je ne suis pas certain. Et je ne suis pas certain que ce soit là le problème. Le problème, pour moi, il est vraiment en amont de tout ça. Il a été symbolisé par le fameux Schmidt qui, à l'époque, dirigeait, en tout cas, dirigeait pas vraiment, mais était la marionnette en chef de Google. Lorsqu'il a expliqué, c'était au forum de Davos, c'était en 2015, mais vous savez, en fait, Internet va disparaître. Voilà. Internet va disparaître. Bon. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être comme l'électricité. En fait, plus on va avancer, moins on aura besoin de savoir qu'il y a Internet. Et je me souviens d'une discussion avec un designer de technologie qui s'appelait David Greenfield, et on s'amusait ensemble en disant mais le problème c'est pas de faire disparaître Internet, c'est au contraire l'inverse. Lui disait, on s'amusait, c'est d'apprendre la politesse aux machines, c'est de pouvoir dire non je ne veux pas, non je ne veux pas de ça. Il faut plus que jamais que les technologies soient visibles, il ne faut pas qu'elles soient invisibles. Il faut les rendre visibles. Il ne faut pas les utiliser à l'insu de notre plein gré, comme un célèbre coureur cycliste qui se droguait à l'insu de son plein gré, en fait. Donc le problème, il est en amont de tout ça.
qu'on dise qu'il y aura ou pas des métaverses, qu'on parle de métaverse ou pas, moi, une nouvelle fois, je préfère ne pas utiliser le terme parce que j'ai pas envie de faire plaisir à Mark Zuckerberg. Donc, je considère qu'il y a des univers virtuels partagés, que la technologie, elle continue effectivement plus ou moins son progrès et elle continue à dépenser une énergie folle, quoi. Quand on sait ce que dépensent les NFT en termes de dépenses énergétiques, c'est monstrueux. Donc, à un moment donné, la question est en amont. Je comprends. C'est, au fond, est-ce qu'on a envie de technologie nativement participative, nativement écologiste, c'est-à-dire qui ne dépensent pas? Il y a des gens qui bossent là-dessus à MIT. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui travaillent sur ces questions-là. Il y a des gens qui bossent sur ces points-là. Mais la question, elle est en amont de tout ça. Et la question marketing du métaverse, en toute honnêteté, je m'en contrefous comme de ma dernière chemise, parce que c'est pas ça qui est important. L'important, c'est notre vie à tous, quoi. Alors, est-ce que je vais pouvoir continuer à aller dans mon marché et à sentir le café? Avec Vincent, vous avez chacun avec vos mots, vous vous retrouvez sur cette notion que, effectivement, si on n'y prête pas garde, ces technologies vont être de plus en plus intrusives. Ce que Marshall McLuhan parlait de la distance entre le média et l'opérateur. Donald Trump, c'est le puppet master. C'est-à-dire que les jeux en réalité alternée, QAnon, le complotisme existent déjà comme des jeux en réalité alternée, c'est-à-dire des jeux mixant le réel et le virtuel. Ouais. Tout ça existe déjà. En fait, les problématiques sont très puissantes d'ores et déjà, sans parler de métaverse, sans parler de tout ce truc-là, de toute cette fumisterie, plus ou moins utile, plus ou moins profitable. On est d'accord que alors déjà le mot métavers, c'est pas une marque, on est d'accord. Il n'appartient pas. Alors si ce n'est que peut-être que Zuckerberg a réussi à faire un hold-up oui, exactement. C'est un putsch de communication. Hein. Là, je suis parfaitement d'accord. C'est le mot préexistait avant Zuckerberg, hein, et puis il a fait une excellente campagne de communication là-dessus, qui va, à mon avis, se retourner contre lui, mais à partir du moment où, alors, allez, on fait de la prospective, hein, donc on se mouille un peu. Moi, probablement le premier produit qui sera véritablement grand public, ce sera parce que les lunettes de Zuckerberg, c'est pas au point. Enfin, je veux dire, moi j'en ai une, on peut pas rester plus d'une heure dedans. Le premier effet, c'est vraiment waouh, parce que c'est très impressionnant comme utilisation. Mais pour des applications telles que les voudrait Zuckerberg, c'est-à-dire réseau social, etc., ça marche pas très bien. Je pense que ça marchera beaucoup mieux, comme le dit Michel Salofkost, pour des applications éducatives. Je vais vous prendre un petit exemple. Quand vous voulez expliquer à un enfant petit ce que c'est qu'un volcan, vous commencez par lui dire c'est une montagne qui fume et de temps en temps il y a de la lave, ça explose. Bon, alors il essaye de s'imaginer un peu à quoi ça peut ressembler. Puis vous dites et c'est pas très concret, il comprend pas très bien, je vais faire un croquis. Donc premier média, papier crayon. Puis après vous dites en fait il faudrait qu'il voit ça de manière un peu plus animée, donc je vais lui montrer un documentaire. Deuxième média, le cinéma, télévision. Et puis de proche en proche, finalement, et à un moment donné, il faut qu'ils comprennent ce que c'est que la chambre magmatique, ce que c'est que la cheminée, ce que c'est que les couches géologiques, etc. Bon, il y a un moment donné, si vous lui mettez un casque de réalité virtuelle, il peut rentrer dans le volcan, il peut poser des questions. C'est un média de plus. Voilà. On a eu la radio, on a eu la télévision, on a eu un smartphone, on a eu des écrans d'ordinateurs, on a eu des tablettes. À chaque fois, chaque média apporte quelque chose en plus, ou en moins d'ailleurs, hein, pas forcément, mais simplement c'est un outil supplémentaire qui permet de faire des choses en plus. Voilà. Alors, ces univers partagés, puisqu'on va ne pas utiliser le mot métavers qui effectivement n'existe pas encore, mais s'il appartient à la communauté, on peut se l'approprier quand même. Est-ce qu'effectivement, il y a cette question qui m'intéresse beaucoup de la distance entre le média et l'opérateur, ou effectivement entre la télévision, la presse. Bon, la presse, on va dire psychologiquement et physiquement, il y a le plus de distance puisqu'il faut lire, etc. La télévision, le média se rapproche et petit à petit, on est en train de réduire la distance entre le média et l'opérateur. Est-ce que c'est une vraie question, ça, ou certains disent oui, mais là on va vers une confusion entre réel et puis virtuel si on arrive à des technologies très très immersives. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Oui, d'abord ça c'est une très bonne question.
Et c'est aussi un élément de réponse par rapport à ce qui a été évoqué précédemment, c'est-à-dire la question de est-ce que le métavers va remplacer mon marché quotidien, etc. Je pense qu'il ne faut pas du tout penser comme ça. C'est comme la question de l'intelligence artificielle remplaçant le cerveau. En fait, il y a beaucoup d'incompréhension sur ces sujets. L'intelligence artificielle, et même mon ordinateur, mon laptop, est déjà beaucoup plus intelligent que moi actuellement. Enfin, bon, j'ai pas une mémoire qui permet d'avoir en mémoire l'encyclopédie Universalis. Mon ordinateur là est 10 fois l'Universalis. Donc, si vous voulez, il faut pas. Je pense qu'il faut essayer de comprendre la singularité de l'intelligence artificielle ou la singularité du métavers. Il ne faut pas vouloir que l'intelligence artificielle fait déjà beaucoup mieux toute une série de choses que nous, et dans le futur, elle le fera encore plus. Mais ça ne veut pas dire que notre intelligence ou notre manière de penser n'a pas une valeur par rapport à l'intelligence artificielle. Et de la même manière, je pense, et ça s'est passé aussi avec l'apparition des villes, par exemple, versus la nature, que plus on va aller dans le métavers, plus on va apprécier la réalité non métavers, parce que justement, on aura envie de revenir, comme les villes nous a amenés à la campagne, le métavers va nous ramener à une relation humaine, réelle. Au contraire, ça va nous faire découvrir certains aspects de la réalité qu'on ne voyait pas avant, parce que justement, ça, par contraste, on va encore apprécier encore mieux la réalité. Mais le métavers, si vous voulez, crée, en tant que nouveau média, est quelque chose de considérable, parce que, justement, ça pose la question de cette distance. C'est-à-dire que, encore dans le cinéma, vous êtes dans une certaine distance. Enfin, déjà, le cinéma amenait quelque chose d'extraordinaire qui était l'image animée. Enfin, on ne se rend pas compte de ce que c'était. Mais dans le métavers, en plus, il va y avoir aussi le mélange du métavers avec l'intelligence artificielle. Et avec aussi la capacité de recréer, par exemple, très rapidement, dans le métavers, vous pourrez rencontrer pratiquement tous les êtres célèbres qu'a connu l'humanité qui auront été reconstitués en termes d'image. Bon, Marilyn Monroe ou Einstein. Mais en plus, grâce à l'intelligence artificielle, on va apprendre à l'avatar d'Einstein de sortir tout Einstein. Donc vous aurez non seulement l'avatar d'Einstein, mais vraiment comme s'il était devant vous. Et vous pourrez commencer à discuter avec Einstein, et Einstein va vous raconter la relativité. Donc, si vous voulez, il faut bien imaginer le potentiel que ça va créer entre la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. C'est considérable. Et d'ailleurs, c'est ce que disait chacun d'entre nous. Par exemple, un professeur ou chacun d'entre nous, et ça existe déjà, bon, sous forme un peu... Mais il est très possible qu'on soit éternalisé. Éternalisé, je ne sais pas si c'est un néologisme. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on va pouvoir être dupliqué dans le métavers. Nos caractéristiques intellectuelles vont pouvoir être dupliquées. Et donc, même après notre mort, c'est déjà le cas, il y aura des gens qui auront de la nostalgie de nous-mêmes et qui pourront nous re-rencontrer de manière synthétique. Alors ça, c'est donc effectivement... ça va créer des possibilités. Voilà. Donc, il y a beaucoup de potentiel. Ça, on l'a bien compris. Il va falloir réguler. Il va falloir... Pardon ? La question de la distance, tu disais. Oui, alors, juste, alors, effectivement, sur cette distance... Je voudrais répondre à ça, si tu veux, parce que c'est un point important, justement. Déjà, je voulais bien dire une chose, c'est que je suis fasciné par les nouvelles technologies. J'y travaille depuis très longtemps et je ne suis absolument pas technophobe, bien au contraire. C'est une grande idiotie d'être technophobe, autant que d'être technophile, justement. Là où je suis d'accord, c'est qu'il y a un processus qui s'est fait de manière progressive avec des tas de médias très différents. Les jeux vidéo ont été une étape primordiale par rapport à ça, vers ce que j'appelle moi les fictions.
c'est un mot d'un philosophe qui s'appelle Peter Zendy, c'est-à-dire ce moment où la fiction prend corps quelque part. C'est-à-dire que là, on a eu tendance bien souvent en Occident à séparer en quelque sorte le réel de l'imaginaire, ce qui serait de l'ordre de la fiction avec un côté négatif par rapport au terme fiction vis-à-vis de ce qui serait de l'ordre de la réalité. À mon avis, on en sort quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'au fond, nous sommes constitués d'imaginaire, nous sommes constitués de fiction. En fait, elle participe de nous de manière très très fortement. Et cette distance avec les réseaux sociaux, avec ce que j'ai expliqué, les jeux en réalité alternée, avec les jeux vidéo, etc., cette distance, au fur et à mesure du temps, elle a en quelque sorte diminué. C'est-à-dire que la séparation, elle devient de moins en moins crédible, elle est de moins en moins forte. Au contraire, on se rend bien compte qu'on est constitué. Et de fait, ce qui va se passer avec ces univers, c'est que si on est dans l'univers de Mark Zuckerberg, c'est que, et pour un auteur comme Philippe Cadet, c'était le pire, hein, être dans un univers fait par quelqu'un d'autre en croyant être libre alors qu'on est dans son univers à lui, quelque part. Là, il y a un immense danger, quelque part, à se dire, ce ne sera pas mon univers, mais celui de quelqu'un d'autre, et je ne vais même pas m'en rendre compte. Donc, lorsqu'on prend acte de cette logique, qui, à mon avis, est une continuité, en fait, hein, c'est un mouvement depuis un moment, et ce mouvement s'accentue. Et c'est un mouvement, effectivement, où l'on voit qu'au-delà même de la distance, ce qui est en train de se reconcrétiser, un peu comme, au fond, finalement, on retrouve le chamanisme, hein, avec les logiques du rêve, c'est que le chamanisme, ce qui se passait dans le monde des chamans, avec les esprits, c'était réel. Il y avait une expérience, en fait. Hein, et on se rend bien compte qu'il y a des expériences fictionnelles avec des dispositifs fictionnels. Donc le vrai danger, c'est que ces dispositifs fictionnels se donnent comme étant le réel, comme étant quelque chose, alors même qu'ils sont conçus par des gens et ainsi de suite. Donc il y a des problèmes éthiques et philosophiques fondamentaux qui vont juste s'accentuer. Ce sont déjà des questions d'aujourd'hui qui vont avec cette notion d'effiction, c'est-à-dire de fiction qui, au fond, sont déjà du réel, en fait. Voilà. Et là, il y a un vrai questionnement, effectivement, qui effectivement peut se poser sous la forme d'une régulation, sous la forme aussi d'une éducation. Parce qu'effectivement, notre éducation a tendance à dire aux jeunes, à apprendre aux jeunes qu'il y a d'un côté la réalité et de l'autre l'imaginaire, alors même que les deux fusionnent de plus en plus, comme ça a été le temps dans d'autres civilisations. C'est pas une grande découverte. Hein. Donc on voit qu'il y a un changement de paradigme là, dans le rapport qu'on peut avoir à la fiction et dans la conscience qu'on va avoir que chacun fabrique sa propre réalité, en fait. Et ça, c'est à la fois passionnant, fondamental et très dangereux. Et alors, Vincent, oui. Ça fonctionne. Alors, cette réflexion-là, elle est effectivement très importante, mais elle n'est pas nouvelle. On se posait la question déjà au moment de l'émergence du cinéma. On disait, mais attendez, avec le cinéma, on emmène les gens dans un imaginaire, on leur fait... et le patron de tout ça, c'est le réalisateur du film. Et après, avec la télévision, ça s'est encore amplifié, et ça a même été instrumentalisé au service du soft power des États. La raison pour laquelle Hollywood a été sponsorisé par l'État américain, c'est justement pour que, en ayant une industrie du cinéma extrêmement puissante, ça permette aussi d'être un véhicule du rêve américain partout dans le monde. Et donc c'est un vrai sujet. La question, c'est de savoir, est-ce que les nouveaux médias amplifient ce phénomène? Certainement. C'est-à-dire que on passe, du soft power à soft power et publicité. On va dire la publicité, c'est-à-dire la capacité d'amener les gens dans un certain imaginaire pour leur faire adhérer, produire chez eux une certaine envie. Je pense effectivement que parmi les dangers qui nous guettent, alors pour le métavers de manière générale, hein, pas exclusivement la réalité immersive, mais aussi les versions plus évoluées des réseaux sociaux, la publicité qui pour l'instant est explicite va devenir implicite. C'est-à-dire qu'elle va disparaître en tant qu'écran. Il n'y aura pas un écran publicitaire ou un écran, etc. C'est plutôt, on dit, pervasif. C'est-à-dire un peu tout le temps. Quand on parlait à l'instant du scandale de Cambridge Analytica, c'est ça que ça a illustré. C'est-à-dire que la capacité, sans faire de publicité, mais simplement passant de l'information, on est quand même dans une forme de manipulation qui est beaucoup plus
développée que la publicité explicite. C'est ce que disait Ariel, où il faut que la technologie reste visible pour qu'on puisse identifier le message ou le moment où il y a une interaction entre l'individu et un message externe. Et il faut assumer, il faut valoriser. En fait, pour moi, le grand acquis de la civilisation, c'est pas la factualisation, c'est pas le fait, c'est la fiction. La fiction crée une distance. Elle n'a pas de prétention à la vérité, en quelque sorte. En revanche, elle peut nous aider à nous approcher de quelque chose qui serait de l'ordre de la vérité, de quelque chose qui serait plus juste, en fait. Et donc, je vois là, moi, en tout cas, une clé dans une époque, en fait, où ce qui est de l'ordre de la parole partagée est de plus en plus fragmenté, de moins en moins, en fait, de plus en plus difficile à cerner, quelque part, hein. Moi, je suis très intéressé par les gens qui prônent la Terre plate, par exemple. Voilà, donc il y a quand même d'un côté les fictions du pouvoir qui se contredisent sans cesse et qui nous disent voilà la vérité, et de l'autre, d'autres qui disent non, la vérité n'est pas ça, vous êtes dans la fiction. Je pense que là, la logique de valoriser les dispositifs qui sont des dispositifs que moi j'appelle fictionnels et d'en faire des dispositifs philo-fictionnels, c'est-à-dire avec une portée philosophique, une portée constructive et non pas forcément destructive, de l'ordre de la schizophrénie, là il y a un enjeu qui pour moi est absolument majeur dès lors qu'on a admis cette idée qu'on est en plein dans les fictions. C'est-à-dire que lorsque vous aviez les chamans de Sibérie, alors d'abord il y avait plusieurs tendances, il y a celles qui sont beaucoup plus partageuses, dans la fameuse tente sombre, donc tout le monde participe en quelque sorte de ce voyage des esprits, mais il y avait des dispositifs, c'est-à-dire que entrer dans le rêve et le prendre comme réel, c'est très dangereux quelque part. Et donc, au fond, finalement, les technologies augmentent le potentiel en bien et en mal. C'est toujours été ça. Ça change la réalité, ça change notre rapport au monde, ça l'intensifie parfois. Au contraire, des fois, ça en diminue l'intensité. Donc, c'est pas neutre. Mais en revanche, il est essentiel de s'en emparer pour faire en sorte que ne pas simplement subir des mondes qui nous seraient en quelque sorte imposés, ou des réalités qui nous seraient imposées comme de l'ordre de la réalité, alors qu'elles ne le sont pas. Alors qu'au contraire, on peut considérer que l'intelligence des machines, elle est logico-déductive, c'est le terme de l'intelligence artificielle, et que contrairement à ce que disait mon ami à ma gauche, mon ordinateur est un idiot congénital, parce qu'en termes d'intelligence sensible, en termes d'intelligence spirituelle, il est d'une nullité absolue et il va le rester longtemps. Merci. Michel, une petite réaction, puis on se tournera vers la salle pour voir s'il y a quelques questions. Je pense qu'en entendant tout ça, en fait, la question essentielle qui apparaît et qui est vraiment la question aussi de la distance, c'est est-ce que le métavers ou enfin encore une fois, bon, les noms ont peu d'importance, ce qui est en train de se passer dans le domaine du multimédia augmenté, etc. Comment on le définit? Est-ce que c'est un nouveau média ou est-ce que c'est un nouveau lieu? Ça, c'est une vraie question. Parce que, si vous voulez, on a dans l'expérience humaine l'apparition des villes. Les villes étaient complètement artificielles. Les villes, c'était un endroit impensable. C'était une utopie, puisque de toute façon, les gens vivaient dans leurs champs, pour manger la nourriture qui poussait dans leurs champs, et les campagnes étaient omniprésentes, et 90%, voire 99% de la population vivait dans les campagnes. Donc les villes ont été une construction complètement utopique et improbable, si vous voulez. Et surtout, le fait que les villes deviennent beaucoup plus importantes que les campagnes, c'était complètement improbable. Mais de la même manière, ce que je trouve qui est intéressant de se poser, c'est est-ce que dans 100 ans, le métavers ou l'équivalent, évidemment développé, tout ça, ça ne sera pas un lieu? Est-ce que, en fait, ça n'aura pas pris la place de la réalité? C'est-à-dire qu'il y aura une sorte d'inversion, un peu comme les campagnes et les villes. C'est-à-dire qu'en fait, le métavers sera plus réel. C'est un peu comme les villes qui sont plus puissantes, et donc finalement, c'est elles qui construisent la réalité. Et les gens des campagnes sont obligés de travailler pour les villes, si vous voulez, qu'ils ne comprennent pas bien. Mais de toute façon, les décideurs, les gens qui font l'argent, les effets de levier sont dans les villes, si vous voulez. D'accord. Mais petit à petit, on pourrait très bien imaginer, c'est un peu le cas avec la bourse, à travers que le monde virtuel devienne beaucoup plus réel, beaucoup plus important que le monde réel. Alors ça, c'est ce renversement, il est intéressant. C'est un très grand renversement. Bon, on va pas pouvoir, vous l'avez compris, les métavers, c'est un sujet qui sont très complexes. Est-ce qu'il y a peut-être des questions ou des réactions dans la salle, monsieur? Dans l'allée, voilà, Sabine arrive. Merci Sabine. Bonjour monsieur. Bonjour.
C'est pas vraiment une question, c'est plutôt mettre un sujet sur la table. On voit que Cours le sujet alors sur la table. On voit que l'une des premières actions que les entreprises qui créent des métavers font en ce moment, c'est de créer des systèmes économiques qui visent à soutenir et à rendre viable le produit métavers. Notamment, ils créent du foncier, ils utilisent des crypto-monnaies sur lesquelles ils font des prélèvements pour vivre. J'aimerais bien vous entendre sur la régulation des modèles économiques à l'intérieur des métavers et du modèle économique des métavers en tant que produit. Alors, très vaste question. Il va falloir vraiment avoir une réponse concise mais complète. Vincent. Alors, concis mais complet sur ce sujet. Alors, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, à ma connaissance, à l'intérieur allez, on va dire réalités immersives, il n'y a pas de modèle économique qui soit très clair. On n'a pas, je dirais, le début d'une start-up où on a vraiment une lisibilité complète. Il faut sortir un peu de l'univers immersif et on va trouver davantage de choses avec ce qu'on appelle les NFT, effectivement, les NFT immobiliers, où là, les business models sont très clairs. Alors, les NFT, pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas ce que c'est le Bitcoin des objets. C'est-à-dire, c'est une manière de représenter des objets réels. Oh, c'est l'équivalent, allez, c'est un peu l'équivalent en crypto de ce que c'est qu'une action. C'est une part d'une valeur d'un actif réel. Excusez-moi pour les termes un peu techniques, mais là où, en revanche, ce qui est extrêmement probable, c'est que le monde crypto-blockchain va se marier avec celui des environnements en réalité mixte, réalité virtuelle et réalité augmentée. Très bien. Voilà. Moi, ma réponse va être très courte. Il n'y a aucune raison de séparer la manière dont on fonctionne dans le réel de la manière dont on fonctionne dans l'autre réel, qui est l'ensemble de ce monde-là. Mais aucune raison. Aucune raison. Il faut qu'on comprenne maintenant que tous ces mondes-là, à la façon de lieux, parce qu'effectivement, ça peut être aussi des lieux, sont le réel, tout autant que l'autre. Et déjà, Jean Baudrillard le disait déjà en 1982 dans Simulacre et Simulation. Voilà. Merci. Écoutez, j'aurais bien voulu prendre d'autres questions, mais nous sommes tenus par le temps. Peut-être une autre. Et en tout cas, j'espère que cette première table ronde vous aura permis. Ah, il y a un monsieur quand même. Allez. Très très vite fait. Hein. Oui, c'est bon. Allez, encore deux minutes. Merci Sabine qui court. Je la fais courir. Oui, excuse-moi Sabine. Merci. Monsieur, nous vous écoutons. Ouais, bonjour, je crois que j'ai oublié la question. Non, sérieusement. Oui, le jeu vidéo, la part du rêve, le monde virtuel, mais est-ce que dans le métaverse, tel qu'on le décrit aujourd'hui, on aura toujours, et je crois que c'est un des enjeux, du libre arbitre? Et deuxième partie, pourquoi faut-il nécessairement associer au métaverse, que je qualifierais plutôt d'expérientiel, la partie Web3 qui est plus autour des NFT, de la blockchain, de la data décentralisée, dans cet espoir que l'utilisateur va pouvoir reprendre la main sur sa data, reprendre la main sur son entité virtuelle? Bah écoutez, je pense que ça va servir de conclusion à cette table ronde. Parce que là, c'est impossible de répondre. Voilà, exactement. C'est impossible. Mais on peut juste dire que la question du libre arbitre, elle est toujours valable et elle est de l'ordre de la tension. C'est-à-dire, le libre arbitre n'existe pas, il consiste. Ça veut dire qu'il n'existe que par la tension pour toujours tendre vers le libre arbitre, vers la liberté, plutôt que vers la soumission. Très bien. Je vous remercie. J'espère que cette table ronde vous aura permis de vous intéresser à ce sujet. Merci.